ce live. Bienvenue dans ce live de recap de NXT de la nuit dernière et de AEW Dynamite, un épisode spécial de Dynamite puisqu'il s'agissait de l'épisode Beach Break. On va commencer par NXT, si vous le voulez bien. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes heureux d'être ici. NXT s'est ouvert sur Dakota Kai et Raquel Gonzalez contre Kayden Carter et Kacy Catanzaro. Oui, désolé pour ceux qui suivent en live, on commence un petit peu tard, mais c'est parce que c'est toujours un petit peu long de faire les images pour NXT et Dynamite. Je vous dis, le jeudi, j'ai 4 heures de catch à regarder. Donc c'est toujours un peu serré. Voilà. Partez du principe que le jeudi, on va plutôt faire les lives vers midi et demi. Dit-il à midi 52. Ouais, le match entre Dakota Kai et Raquel Gonzalez et Kayden Carter et Kacy Catanzaro était assez impressionnant. La différence de taille entre Raquel Gonzalez, qui est relativement grande par rapport à la division féminine, et Kacy Catanzaro, qui est relativement petite par rapport à la division féminine, t'avais vraiment l'impression, ça faisait vraiment David contre Goliath comme affrontement. Les babyface sont menés pendant la grande majorité du match. Il y a notamment eu un spot, je pense que je vous ai gardé une photo, il y a notamment eu un spot où Kacy Catanzaro a sauté sur le dos de Raquel Gonzalez pour sauter sur la structure en métal que vous voyez à gauche, à droite dans l'image qui est là. Et qui a fait un crossbody du haut de cette structure en métal sur Gonzalez et Dakota Kai. C'était un peu impressionnant, mais Catanzaro est assez impressionnante. Elle a botché quelques prises dans ce match. Le truc, c'est que les high flyers qui botchent des prises, ça se voit plus parce que forcément ça bouge beaucoup, et du coup quand ça se rate, ça se voit, quoi. Notamment sa prise de finition, je sais toujours pas comment elle est censée tomber, parce que là j'ai eu très très peur, j'ai eu l'impression qu'elle allait tomber qu'elle allait tomber sur ses pieds, mais sur la tête de Raquel Gonzalez. Je pense que c'est pas ce qu'il faut faire, je pense que c'est pas une bonne idée. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a eu un tout petit botch aussi quand Dakota Kai devait interrompre le tombé, et elle est arrivée beaucoup trop tard pour interrompre le tombé. Du coup, Raquel Gonzalez a dû se dégager de la prise de finition de Kacy Catanzaro. C'est le genre de truc auquel je fais pas face. C'est pas que je fais pas gaffe au botch, c'est que pour moi ça diminue pas spécialement un match, sauf si c'est à des moments cruciaux. Donc j'en ai pas vraiment tenu rigueur à ce match-là. Et le match s'est terminé quand Raquel Gonzalez a décidé que voilà, les babyface s'étaient assez amusés. Donc elle a pris Kacy Catanzaro, elle l'a levé, elle l'a planté par terre. Je suis pas sûr d'avoir d'image pour ça. Non, j'ai pas d'image pour ça. Et voilà. Et elle a décidé que le match était terminé à ce moment-là. Donc Dakota Kai et Raquel Gonzalez remportent le match et vont en demi-finale seulement. Je crois que c'est la demi-finale encore. Je crois qu'elles vont que en demi-finale pour l'instant. Du Dusty Rhodes Tag Team Classic féminin. C'était chouette, j'ai mis un B à ce match-là. Voilà. Je vous dis les notes, je les rentrerai plus tard dans le tableau, donc vous le savez maintenant, l'organisation du stage, c'est que je vais faire le recap de NXT, le tableau concernant les notes de NXT, vos questions que vous pouvez mettre en avant, enfin vos questions ou vos commentaires que vous pouvez mettre en avant sur Twitch en vous servant de la fonction mettre en avant qui se trouve sous le chat, contre des cloches, les bonnes cloches. Sur le chat on me dit elles vont en finale. D'accord, elles vont en finale. Elles vont en finale. Erreur de ma part. Ensuite, donc on a eu l'image que vous voyez là, une interview de Toni Storm qui dit qu'elle va gagner contre Io Shirai et Mercedes Martinez parce qu'elle est à son top niveau en ce moment. Si ça vous intéresse, j'ai mis C à ce truc-là. Nous avons un abonnement. Les promos comme ça qui sont ni bonnes ni mauvaises, qui sont vraiment juste là, par défaut, je leur mets C. Merci à Petite Pause YouTube pour ton abonnement. C'est très sympathique de ta part, tu disposes d'emotes personnalisés. Ensuite, nous avons eu le match Austin Theory contre Leon Ruff avec, vous le voyez derrière Austin Theory, il se cache, mais Austin Theory n'est pas si large que ça. Il est quand même très impressionnant, Austin Theory. Avec Johnny Gargano, donc dans le coin de Theory. Toute l'histoire du match, évidemment, c'est que Austin Theory est beaucoup plus fort que Leon Ruff, mais Leon Ruff est plus petit, plus agile, plus rapide, du coup il se faufile entre les prises.
À un moment donné, les deux autres membres de The Way, donc The Way c'est la faction de Johnny Gargano, Austin Theory, Candice LeRae, la femme de Johnny Gargano, et Indy Hartwell. Indy Hartwell et Candice LeRae ont essayé d'intervenir dans le match pour venir aider Johnny Gargano et Austin Theory, mais Ember Moon et Shotzi Blackheart, leurs adversaires dans les demi-finales ce coup-ci du Dusty Rhodes Tag Team Classic féminin, sont intervenus pour les en empêcher. Et au milieu du match, Leon Ruff a fait une Guerrero spéciale, on va dire comme ça, un spot qui a été rendu célèbre par Eddie Guerrero. Pendant que l'arbitre avait le dos tourné, Leon Ruff a fait un bruit d'impact et il est tombé en mode ah, 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 il m'a tapé. Et du coup, l'arbitre a éjecté Gargano des abords du ring parce que s'il peut pas se tenir, et ben il n'a pas à être là. Mais ça n'a pas suffi pour que Leon Ruff gagne, puisque Austin Theory a fait exactement la même chose que pour le match féminin, c'est-à-dire tu t'es bien amusé, maintenant c'est fini. Il a fait sa prise de finition qui s'appelle, je crois, le ATL pour Austin Theory Launch pour gagner le match. Après ça, Austin Theory a voulu agresser Leon Ruff, mais Dexter Lumis est intervenu. Et on veut jamais que Dexter Lumis intervienne parce qu'il fait peur. Dexter Lumis est intervenu pour arracher des cheveux à Austin Theory et se brosser doucement les cheveux, la joue avec ses cheveux. Dexter Lumis est terrifiant. J'ai mis C+ au match. Il était pas... il était pas... bref. C+, quoi. Le plus, c'est Dexter Lumis qui intervient, c'est Leon Ruff qui fait preuve d'ingéniosité, mais c'était pas... c'était pas, quoi, hein, c'était pas. Il y a sûrement un adjectif qui devrait aller là, mais bon. Ensuite, on a eu une promo très efficace de Legado del Fantasma, puisque ils ont hypé 3 matchs à la fois. Santos Escobar a parlé de son adversaire du soir qui était Kurt Stallion, qui est un match qu'ils ont hypé depuis des mois. Et Joaquin Wilde et Raúl Mendoza ont parlé de leurs adversaires de ce soir, qui sont Lucha House Party, l'équipe qu'ils vont affronter en demi-finale, quart de finale, qui vont affronter dans leur match du Dusty Rhodes Tag Team Classic masculin. Et en finissant la promo, Santos Escobar a dit à Kurt Stallion et à Lucha House Party que El final se acierra. C'est acierca. J'ai jamais fait d'espagnol de ma vie. Bref, the end is near. La fin est ici. Non, the end is near. La fin est proche. Qui est la tagline de Karrion Kross. On va avoir l'occasion de reparler de Karrion Kross parce qu'il a fait 2 apparitions dans le courant de la soirée. Et Karrion Kross a plus ou moins défié Santos Escobar la semaine dernière. Ensuite, on a eu un dessin animé. C'était très sympa. C'était pas un dessin animé full animé, c'était plus une animation de dessin. Appelons ça un dessin animé. Qui nous raconte l'origine de Tiancha. Tiancha, c'est la présence mystérieuse qui est aux côtés de Xiali et de Boa depuis que... Enfin, Bon. C'est l'histoire d'un empereur qui avait un garçon et une fille, et le garçon a tué son père pour prendre son trône. La fille est partie parce qu'elle avait honte de sa famille. Elle est partie en exil. En exil, elle a rencontré un dragon. Ce dragon l'a entraînée à travers 4 épreuves qui lui ont fait perdre toutes ses peurs, et la fille est revenue pour venger son père en tuant son frère, mais ce faisant, elle est devenue tout ce qu'elle méprisait, et depuis des millénaires, tout le monde craint le nom de Tiancha. Franchement, c'est énormément de hype. J'ai mis B+ à ce segment-là, parce que je l'ai trouvé à la fois inventif, et la hype que va avoir ce personnage-là quand il va débuter, je pense que ça va être Karen Q, parce que c'est la seule catcheuse chinoise qu'ils aient. Et vu qu'on est en plein dans la mythologie chinoise, là, ça a l'air de se diriger vers ça. Mais elle va avoir... Je pensais que le point de focalisation de cette histoire, c'était Xiali. Mais non, apparemment, c'est ce nouveau personnage qui s'appelle Tiancha. J'ai hâte de découvrir ce que ça va donner, parce que franchement, je suis hypé. Je suis très, très hypé.
Mais j'ai un peu peur de... J'ai un peu peur d'être déçu, quoi. Parce que là, ça commence à faire vraiment beaucoup de hype. Ensuite, on a eu le match donc, dont je vous parlais plus tôt, Legado del Fantasma contre Lucha House Party. J'ai noté 2 matchs de Lucha House Party où ils se font pas défoncer en 5 minutes en une semaine. On est gâtés. Parce que le Lucha House Party, ils sont vraiment excellents. Le reproche que j'ai envie de faire à ce match-là, c'est que c'est le 3e match où les Babyface mènent pendant pratiquement tout le match, de façon assez spectaculaire, assez aérienne, et les Heels reviennent très abruptement, font leur prise de finition, le match est fini. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais bon, on a eu un match avec Lucha House Party qui sont vraiment excellents, qui ont été en mode full Cirque du Soleil pendant tout le truc. Ils ont rebondi sur les cordes. Genre, la vitesse de Grand Métallique est très impressionnante. En regardant NXT, cet épisode de NXT et l'épisode de Dynamite après, j'ai envie d'un match Lucha House Party contre les Lucha Bros. Ce serait vraiment très cool. Ou très chouette. Vous avez une emote perso très chouette si vous êtes abonné. Et après donc évidemment, donc je vous ai dit, Legado del Fantasma a gagné. Et après le match, MSK, donc les gars qui se sont déjà qualifiés pour l'argument final qui vont rencontrer donc Legado del Fantasma dans pendant le final, peut-être la semaine prochaine, c'est peut-être la semaine prochaine. Sont venus pour faire une promo et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'est pas les deux qui sont pénibles. Autant Wesley ça va, autant Nash Carter, voilà, la photo parle d'elle-même, je trouve. Il est très pénible. Il est il est chiant, il est très chiant. Voilà. Mais bon. J'ai pas spécialement hâte de voir ce match. On verra. On verra comment ça se passera. J'ai mis un B au match plus le segment. J'ai hésité à mettre B-, mais ça fait du bien de voir Lucha House Party catcher. Ensuite, Pete Dunne, l'aspirant numéro 1 au titre de NXT, et Lorcan et Burch, donc à eux 3 plus Pat McAfee, ils forment les Kings of NXT. Ils n'ont pas de nom officiel, mais c'est comme ça que je les appelle pour faire simple. Pete Dunne est arrivé sur le ring pour dire qu'il en avait marre d'attendre d'affronter Finn Balor. Finn Balor arrive évidemment, puisqu'on a dit son nom. Finn Balor dit que Dunne aura sa chance au titre de NXT à NXT TakeOver Vengeance Day. Donc on a le nom du TakeOver qui aura lieu la semaine prochaine, c'est ça, la semaine prochaine. Et Finn Balor et Pete Dunne sont interrompus par... We think you know me. Cette musique est très efficace pour hyper une arrivée. Donc ils sont interrompus par Edge. Youpi. Edge arrive à NXT et dit que ça fait vraiment plaisir d'être à NXT parce que il l'a encore dit à personne, mais NXT l'a aidé à retrouver sa passion pour ressusciter sa carrière. Il l'a dit de façon un peu maladroite, il a dit à la WWE, on se concentre souvent beaucoup sur le E, qui est Entertainment, mais ici, vous avez l'air de plus vous soucier du deuxième W, qui est donc Wrestling. Edge s'adresse à Pete Dunne en disant qu'il se retrouve beaucoup en lui, il voit beaucoup de lui en Pete Dunne. Là-dessus, Pete Dunne hausse les épaules et Edge rebondit directement en disant « Ouais, non, mais si j'avais été à ta place il y a 10 ans, moi aussi, j'aurais haussé les épaules, fiston. » Et c'était vraiment cool. Et Edge s'adresse ensuite à Finn Balor pour lui dire « Par contre, toi, t'es à un tout autre niveau. » Et Edge a rappelé qu'il a gagné le Royal Rumble et que du coup, ça lui donne le droit d'affronter n'importe quel champion de son choix et que cette ceinture est très intrigante. Il ajoute qu'il n'a pas encore pris sa décision, qu'il regardera leur match à NXT TakeOver Vengeance et que qui que ce soit qui gagne le match pourra l'aider à prendre cette décision. J'ai mis un A à ce segment. J'ai un. C'est marrant parce que Edge contre Pete Dunne ou Edge contre Finn Balor, j'ai nettement plus envie de voir ces deux matchs-là que Edge contre Roman Reigns parce que Roman Reigns va gagner. Ou que Edge contre Drew McIntyre parce que pour le coup j'ai envie que les deux gagnent et ça peut être un match très sympa mais ça
Donc j'attends. De toute façon, on est beaucoup trop tôt pour savoir à quel point j'ai envie de voir un match. Ils ont 3 mois de construction avant WrestleMania, donc on verra. On verra ce que ça donnera. Ensuite, nous avons eu une interview de Johnny Gargano par une nouvelle intervieweuse. C'est quand même dommage parce que j'ai fait bien gaffe à retenir que l'intervieweuse s'appelait Mackenzie Mitchell pour pas oublier son nom à chaque fois que je parle d'elle. Mais c'était pas elle, c'est une nouvelle intervieweuse dont j'ai pas le nom. Qui demande à Gargano oui, comment vous sentez-vous après la victoire de Austin Theory, donc son partenaire au sein de la faction The Way. Il dit ouais, Austin Theory vous a montré The Way pour gagner. Ah, j'ai fait une blague. Ensuite, on lui demande quelles sont d'après vous vos chances pour Indy Hartwell et Candice LeRae contre Ember Moon et Shotzi Blackheart la semaine prochaine pour le Dusty Rhodes Tag Team Classic féminin. Elles vont trouver un way pour gagner. J'ai fait une blague. Et ensuite, elle lui a demandé comment est-ce qu'il se sentait après l'annonce de William Regal qu'il allait défendre sa ceinture nord-américaine à NXT TakeOver Vengeance Day contre Kushida. Là-dessus, il s'énerve parce qu'il n'a pas envie d'entendre parler de Kushida. Il dit ah, elle a dit le mot en cas. Et il dit on va aller au bureau de William Regal. Toi, tu viens avec moi. On va aller au bureau de William Regal. Le caméraman aussi, tu viens avec moi. Et toi, tu vas te faire virer parce que c'est pas bien de raconter des mensonges. C'est pas bien de raconter que William Regal dit des choses. Ils arrivent au bureau de William Regal. C'est ce que vous voyez là. Kushida ouvre la porte du bureau et il dit je suis désolé, William Regal est occupé. Gargano dit je suis le champion nord-américain, j'ai pas besoin de prendre rendez-vous. Bah là pourtant faudra prendre un rendez-vous. Bon, d'accord, très bien. Gargano agresse Kushida, mais Kushida le lui rend et c'est Kushida qui finit la tête haute à la fin de cet échange. Ensuite, on devait avoir un match Jessie Kamea contre Toni Storm. Jessie Kamea qui semble-t-il a rejoint le Robert Stone Brand, qui est une faction qui pour l'instant est composée de 2 personnes, Robert Stone et Aliyah. Donc maintenant ils sont 3. Mais le match n'a jamais vraiment commencé parce que Mercedes Martinez, donc une des femmes qui vont concourir pour le titre féminin de NXT à NXT TakeOver Vengeance Day, intervient pour agresser et Jessie Kamea et Toni Storm. Et pendant que Toni Storm et Mercedes Martinez s'en mettent plein la gueule, Io Shirai, la championne de NXT, arrive, s'assoit sur le coin, les regarde se battre, ce qui est un choix judicieux, elle n'a pas besoin de s'emmerder, et quand elle voit que ça commence à perdre un peu de son rythme, elle monte sur l'autre coin et elle fait sa prise de finition, ça c'est une intervention de Mercedes Martinez sur Toni Storm. Elle fait sa prise de finition. Ah ben j'ai pas pris l'image. J'ai raté mes images. Elle fait sa prise de finition, le Over the Moonsault, qui est un salto arrière du haut du coin. Elle l'a fait à l'extérieur, sur Mercedes Martinez et sur Toni Storm, histoire de rappeler qui c'est la championne. J'ai mis C- à tout le segment, parce que je me dis, si vous vouliez faire ça, autant donner un petit peu de match à Jessie Kamea, quoi. Parce que là, vraiment... Ils ont dit qu'il allait avoir un match et le match n'a jamais eu lieu. Et ce qui a eu lieu, c'est un segment qui finalement n'est pas très utile. Parce qu'on sait déjà qui va s'affronter pour le titre féminin à NXT TakeOver Vengeance Day. Bref, voilà. Ensuite, on a eu une promo de Kurt Stallion qui rappelle qu'il a gagné un Fatal 5-Way à 205 Live il y a des mois pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre Cruiserweight et qu'il est plus que temps qu'il ait son match sans blague. Et ensuite, on a eu le fameux match. Quelle déception! Santos Escobar a mené pendant tout le match. Kurt Stallion a eu un petit retour, mais alors un retour express, quoi. Escobar je dis que c'est une déception parce que Kurt Stallion a donc gagné ce Fatal 5-Way à 205 Live il y a des mois. Un Fatal 5-Way, c'est-à-dire qu'il a battu 4 autres catcheurs pour devenir l'aspirant numéro 1 au titre Cruiserweight. Donc je me suis dit, peut-être pas, il faut peut-être pas qu'il gagne, mais il faut qu'il soit excellent dans ce match-là parce que on a établi, lui, c'est un gros morceau dans la division Cruiserweight. Et en plus, quand il est arrivé à NXT, ils se sont rendus compte que personne ne savait qui c'était parce que personne ne regarde 205 Live.
Et du coup, ils ont passé 3 semaines à nous raconter qui est Curt Stallion. Curt Stallion est un homme qui regarde les étoiles et ça l'inspire, voilà, on s'en fout complètement. C'était maladroit, mais ils ont pris le temps de hyper le match. Et Curt Stallion a été... Curt Stallion s'est fait écraser, quoi. Les seuls moments où Curt Stallion arrivait un tout petit peu à revenir, c'est quand Santos Escobar était distrait par Scarlett, qui, Edge écrit, Scarlett apparaît pendant le match sur une estrade qui fume. Derrière la table des commentateurs, Scarlett est apparue sur une estrade avec des fumigènes. Ça a un peu distrait Santos Escobar, mais pas trop. Et donc Santos Escobar a gagné haut la main, sans aucune difficulté. J'ai mis C+, au match. Le plus, c'est pour la présence de Scarlett, parce que ça augure le match Karrion Kross contre Santos Escobar, que j'ai finalement beaucoup plus envie de voir que le match Escobar contre Curt Stallion. D'ailleurs, après le match, Karrion Kross est intervenu pour dire à... alors, d'abord, il a détruit Joaquin Wilde et Raúl Mendoza, donc les 2 autres membres de Legado del Fantasma, histoire de rappeler un peu qui c'est le boss. Il est arrivé devant Santos Escobar et il lui a dit tout ce que je peux te donner, c'est du temps, mais c'est un cadeau à double tranchant parce que ce temps, tu vas l'utiliser pour penser à l'inévitable. Et ça, c'est un B. Voilà. Donc tout le segment en tout, je crois que je lui ai mis B- du coup pour voilà, C+ et B, ça fait B-. Voilà. Et enfin, nous avons eu rien du tout. D'abord, nous avons eu Edge qui part du building en faisant un fist bump à Bronson Reed. Donc Bronson Reed a toujours un petit push, semble-t-il. Et Karrion Kross a été retrouvé Edge dans le parking pour avoir une très bonne promo. Globalement, il faut que je me rappelle le point de départ de la promo. Ouais, Karrion Kross a dit à Edge qu'il avait un choix à faire, un choix crucial qui allait marquer sa vie, donc concernant le champion qu'il décide d'affronter, et qu'il fallait qu'il fasse gaffe parce que s'il décide, parce qu'en définitive, il affrontera ni Pete Dunne ni Finn Balor, parce que le champion de NXT à terme, ça sera lui, ça sera Karrion Kross. Et Karrion Kross dit qu'il compte récupérer ce titre qu'il n'a jamais perdu. Ce qui est génial parce que c'est aussi l'histoire de Edge. Edge veut aussi récupérer le titre qu'il n'a jamais perdu. Parce que Karrion Kross a dû rendre la ceinture de NXT parce qu'il était blessé, et Edge a dû rendre la ceinture... il me semble que c'est la World Heavyweight qu'il a dû laisser tomber parce qu'il était blessé. Et Edge lui rétorque ouais, c'est menaçant. Le truc avec ce genre de menace, c'est que ça peut motiver les gens. Genre moi, ça peut me motiver à revenir. Et t'as pas envie de ça. C'était très chouette. J'ai beaucoup aimé ce petit échange entre les deux. Et maintenant, nous avons le main event. Au départ, ils ont raconté l'histoire que Adam Cole et Tommaso Ciampa pouvaient pas s'atteindre parce qu'ils se connaissaient trop bien. Du coup, ils esquivaient tous leurs coups principaux. Le match en lui-même a été vraiment très bien. J'ai pris des notes concernant des spots, mais ça sert à rien parce que j'ai pas retrouvé les photos derrière. Je peux vous parler du fait que Adam Cole allait faire abandonner Timothy Thatcher avec une prise en 4, mais que Tommaso Ciampa est intervenu à temps. Je peux vous parler du fait que Roderick Strong et Adam Cole ont fait une combinaison de super kick et de running knee sur Tommaso Ciampa qui m'a fait penser que le match était fini, mais en fait non. Par contre, je peux vous parler de la fin, puisque à la fin, Adam Cole allait faire un last shot, donc sa prise de finition, qui est un coup de genou derrière la tête. Mais Thatcher lui attrape la jambe pour le sortir du ring et le met KO avec un uppercut. Roderick Strong, qui était l'homme légal à ce moment-là, descend du ring, finit Thatcher avec un back suplex sur la barrière de sécurité. Mais en voulant revenir sur le ring, Tommaso Ciampa le surprend avec un Widow's Bell pour la victoire. Pour la victoire ne se dit pas en français. On dit for the win, mais on dit pas pour la victoire. Bref, Thatcher et Ciampa avancent en, j'ai envie de dire, demi-finale contre les Grizzled Young Veterans. J'ai hâte de voir ce match. Et ce match-là, le match qu'on a eu ce soir, je lui ai mis un B+. Un B+. On va passer au remplissage du tableau concernant NXT. Pendant que je remplis le tableau concernant NXT, vous pouvez mettre vos messages en avant et je lirai les messages qui concernent NXT juste après avoir rempli le tableau.
Il y a des gens qui disent ouais, le tableau, tu pourrais le faire en dehors du live. Je fais le live pour remplir le tableau. Donc ça n'aurait aucun sens. Dakota Kai et Raquel Gonzalez contre Carter et Catanzaro, je lui ai mis un B. Allons-y. Dakota Kai et ici, voilà. Hop. Voilà. Austin Theory, Leon Ruff et compagnie, je lui ai mis un C+. Et je dis... ça va être quelque part... Ça va être quelque part par là. Ouais, voilà. Donc Austin Theory contre Leon Ruff avec Gargano. Hop là. Avec, il y a eu beaucoup d'interventions. Il y a eu Gargano, il y a eu Dexter Lumis évidemment. Il y a eu Indy Hartwell, Candice LeRae, Ember Moon et Shotzi Blackheart. Indy Hartwell. Hop là, Candice, Shotzi et Ember Moon. Si jamais vous n'avez pas envie de voir ce passage-là, il y aura un timecode dans le replay sur YouTube. Si vous êtes avec moi en live, prenez votre mal en patience. Lucha House Party contre Legado del Fantasma. Alors, Legado del Fantasma, ils sont là. Ils étaient avec Santos... Non, Santos Escobar les a pas accompagnés aux abords du ring. J'ai mis MSK dans ce... Dans ce segment-là. J'ai pas fait de segment à part pour leur promo. Et Lucha House Party, ils sont à Raw, donc ils vont être ici. Voilà. Ensuite, on a eu la super promo avec Pete Dunne, Danny Burch et compagnie. Alors, Pete Dunne, Finn Balor et Edge qui est à Raw. Ici. Par contre, Lorcan et Burch, je les mettrai en rôle secondaire dans cette promo parce que, bon, ils étaient là au début et puis quand Finn Balor leur a dit de partir, et ben ils sont partis. Tony Storm et Jessica Mea, et avec les interventions de tout le monde, c'est un C-. Donc Tony Storm, je vais mettre C- à Io Shirai et Mercedes Martinez aussi en note principale parce que bah, elles étaient là, c'est pas exactement comme si elles étaient intervenues dans un match, c'est plutôt que tout le segment c'était presque que elles. Par contre, Robert Stone et Aliyah, je vais les mettre en rôle secondaire. Youpi! Ensuite, Kurt Stallion et Escobar, je lui ai mis C+. Oh là là, Kurt Stallion. J'avais tellement hâte de voir ce match. Ma faute, hein, ma faute. C'était un match de championnat, faut pas que j'oublie de mettre mon petit bleu. Hop là, voilà. Avec les Legado del Fantasma, là pour le coup ils étaient là. Et avec Scarlett. Et après ça, on a eu la promo de Cross, Escobar, Scarlett et Legado del Fantasma, auquel j'ai mis B. Scarlett, Karrion Cross et Legado del Fantasma. Voilà. Ensuite, et enfin, on a eu Undisputed Era. Donc, on arrive à la fin des messages que je vais prendre pour NXT. Donc, si vous voulez mettre votre message en avant, il vous reste très peu de temps. Adam Cole et Roderick Strong contre Timothy Thatcher et Tommaso Ciampa. Ah, où ils sont? Est-ce que j'ai oublié de mettre leur équipe? Non, elles sont là. Et les mentions spéciales de l'épisode, j'ai mis 3 points à Timothy Thatcher parce que j'ai trouvé que c'était lui vraiment le MVP de ce main event qui était vraiment bien. Hop là, Timothy Thatcher, il est... Si. Karrion Cross en deuxième parce qu'il a fait peur à peu près tout le monde. À Edge, à Santos Escobar, voilà, il a fait le tour. J'ai Ashijika. Difficile de se concentrer sur son alphabet en parlant. Et j'ai mis 1 point à Tiancha. Je vous ai dit, la hype est vraie, la hype est là. Mais la hype est à double tranchant. On va revenir sur... vous savez quoi, on va passer sur le... Hop là. Voilà. Alors, vos messages mis en avant. J'ai oublié d'ouvrir le dossier, vous inquiétez pas, le fichier, vous inquiétez pas, il y en a pas pour longtemps. À partir de là, je prends plus les messages concernant NXT. Hop là.
J'ai qu'un seul message concernant NXT. Ah, j'ai plusieurs messages concernant le catch en général. On va peut-être faire ça. Je vais faire ça. Je vais prendre vos messages concernant le catch en général maintenant. Et je lirai les autres plus tard. StewX27 me dit: Salut Links, première fois pour moi sur ton live Twitch. Eh bien, bienvenue. Je sais que tu n'aimes pas faire du fantasy booking, alors je vais éviter ce genre de questions. Concernant Santos Escobar, est-ce que tout comme moi tu l'as trouvé solide sur son face-à-face avec Karrion Kross? Et que penses-tu généralement de la Legado del Fantasma? J'aime beaucoup et je trouve que effectivement ils sont, il a tenu quoi. Il a tenu. Voilà, il a pas rampé hors du ring. Il a été, il a eu l'air, il va se faire défoncer, mais voilà, ça va pas être un match rapide. Il va pas céder la victoire à Cross. Et les Legado del Fantasma, je les aime beaucoup. Je suis un peu frustré qu'ils gagnent pas plus que ça, qu'ils soient pas un peu plus protégés. Oh, remarquez, voilà, bon, j'ai changé d'avis. On fera les questions sur le catch en général à la fin du show. Parce que je me dis, les gens qui voient ça en replay, si ça les intéresse pas, ils peuvent zapper complètement toute la fin. Plutôt que... Voilà. Donc, on va passer à la queue le. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Et on va passer sur la review, le recap de Dynamite. Et on va commencer avec... J'ai pas mis les noms, vous m'en voulez pas, hein. La Battle Royale concernant les équipes. L'équipe qui gagne acquiert une opportunité pour les titres par équipe à AEW Revolution. J'ai cogné le bureau, ça devait être insupportable. Alors, ils n'ont pas les mêmes règles que la WWE à ce niveau-là. Ils sont à la WWE, si un membre de l'équipe se fait éliminer, l'équipe est éliminée. Ici, voilà, chacun représente l'équipe, quoi. Si une personne se fait éliminer, ben, l'autre reste dans le match. C'est ni mieux ni moins bien, parce que ça occasionne des dynamiques différentes. Voilà. Genre, peut y avoir un membre de l'équipe qui gagne alors que le premier s'était fait éliminer dès le début, ça crée un déséquilibre. Mais à la WWE, l'avantage c'est que si jamais un gars peut se faire éliminer et coûter la victoire à un autre gars qui s'en était vachement bien sorti. Enfin, voilà, ça peut créer des dynamiques différentes. Alors, il y a eu plusieurs spots sympas. Au milieu du match, Luchasaurus a fait le ménage. Il a commencé à faire des prises très puissantes sur à peu près tout le monde. Stu Grayson a essayé de l'empêcher de... Stu Grayson, c'est... Ah bah c'est celui qui est juste là. Voilà, lui. A essayé de l'empêcher. Luchasaurus, c'est un peu évident, mais c'est le dinosaure. C'est le dinosaure qui est le troisième sur cette ligne-là. Et voilà, Stu Grayson a essayé d'empêcher Luchasaurus de s'exciter, mais Luchasaurus lui a fait un chokeslam à l'extérieur. C'est-à-dire que Stu Grayson était sur les abords du ring, Luchasaurus l'a pris à la gorge, l'a soulevé et l'a fait tomber à l'extérieur du ring. Il y a eu un spot où j'ai trouvé ça intéressant. Evil Uno, donc le deuxième sur cette ligne-là, et John Silver, l'avant-dernier sur cette ligne-là, qui font tous les deux partie du Dark Order. Le Dark Order, c'est les deux premiers et les deux derniers de cette ligne-là. Entre autres, ils sont très nombreux, le Dark Order. Ils se sont fait éliminer à peu près de la même façon, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de célébrer une élimination, et bah, du coup, leurs adversaires en ont profité pour les jeter à l'extérieur du ring. J'ai trouvé ça intéressant. Les Good Brothers sont arrivés, donc les actuels champions de Impact, qui est une autre fédération, sont arrivés au milieu du match pour aider à éliminer un des Private Party. Mais tout le match a surtout été construit autour de l'Inner Circle, qui sont donc ces 6 gars-là. J'ai mis que 3 noms, parce que c'est les 3 noms dont je vais surtout vous parler. Parce qu'il y a de la grosse tension, il y a vraiment beaucoup de tension entre Sammy Guevara et MJF, parce que MJF manipule le reste de l'Inner Circle, et Sammy Guevara le voit très bien, c'est le seul à le voir. À un moment donné, il y a un des membres de Top Flight qui tenait MJF comme ça, avec les bras, MJF est là, avec les bras comme ça. Sammy Guevara s'est dit, oh, je vais tellement lui en mettre plein la gueule. Il fait un super kick, MJF esquive au dernier moment, du coup c'est Darius Martin, je crois, qui prend le super kick, et MJF lui fait: c'est bien, super, notre plan a très bien marché. Sammy Guevara, notre plan a bien marché.
Donc c'était marrant. Et vers la fin, Chris Jericho élimine Sammy Guevara, peut-être accidentellement. Et Jericho finit par éliminer Darius Martin pour la victoire, alors que MJF s'était fait éliminer avant. J'aime beaucoup toute la psychologie qu'il y a autour de cette rivalité-là. Autour de toute cette histoire. La dissension au sein de l'Inner Circle, MJF qui est en train de retourner l'Inner Circle contre Chris Jericho. Je trouve ça assez brillant. J'ai préféré le deuxième segment qui était concerné par cette histoire plus tard dans la soirée. J'ai mis un B à tout le match, mais les Battle Royale, je mets une note individuelle à chacun. Donc pour remplir le tableau, ça va prendre un petit peu de temps, mais tant pis. Ensuite, on nous a montré une promo, enfin on nous a montré une vidéo de Jade Cargill pour nous dire qu'elle fait du sport. Bah, on s'en doutait un peu, hein. Dans le sens où quand même, hein. Ouais, quand même. Ensuite, on nous avait dit qu'il allait y avoir une promo de Darby Allin et Sting qui allait parler du street fight qu'ils vont avoir à Révolution contre Brian Cage et Ricky Starks de la Team Taz. Mais ce qu'on a vraiment eu, c'est Tony Schiavone qui a dit à Darby Allin « Oui, alors, comme tu le sais, tu vas défendre ton titre TNT la semaine prochaine contre Joey Janela. » Ok. Darby Allin n'a pas eu le temps de répondre que la Team Taz apparaît sur l'écran géant pour dire ouais, non, vous êtes à chier, et puis en plus on nous a interdit de rentrer dans l'arène, alors c'est pas très juste. Mais vous inquiétez pas, on sera là la semaine prochaine et on regardera le match de Darby Allin de très très près. Ricky Stark surenchérit en disant que quand il voit Sting, il n'a pas l'impression de voir la légende qu'il prétend être, il n'a pas l'impression de voir... Voilà, globalement, t'as vieilli, quoi. Ce à quoi Sting regarde la caméra et répond ah ouais, tu vois pas l'homme qu'on appelle Sting quand tu regardes dans mes yeux. Eh ben, tu ferais bien de regarder de plus près. Fin de la promo. Qu'est-ce que c'était que cette merde? ça, franchement, ça n'a pas hypé grand-chose. J'ai trouvé ça très maladroit. J'ai mis C-, dans le sens où... Darby Allin n'a rien dit. Ça n'a pas vraiment hypé le Street Fight, ça a hypé oui, ça a hypé la semaine prochaine, quoi. Mais et Sting, ça va commencer à bien faire que Sting il soit là, il menace et puis il fasse rien, quoi. C'est à leur place, j'aurais un peu plus protégé Sting, j'aurais un peu plus. Déjà, j'aurais fait en sorte que lui parle pas. Et la Team Taz qui est à l'extérieur et qui je trouve pas que des gens soient mis en avant là avec ce segment là, je trouve. Voilà. Ensuite on a eu c'était pas l'avant-dernier match de la soirée. J'étais tellement content. Mais vraiment vraiment content en voyant et maintenant on va passer à Britt Baker contre Thunder Rosa. C'est pas le match de la pause piste, mais c'est génial. Super. Très bonne initiative. Et en même temps, c'est une storyline qui dure depuis des mois. C'est une storyline qu'ils ont construite. C'est la seule storyline qu'ils aient dans la division féminine. À part évidemment celle de Jade Cargill contre Brandi Rhodes. Mais pas de chance, Brandi Rhodes est tombée enceinte. Mais ça veut pas dire qu'on va pas avoir cette storyline quand même. Bref. J'étais content. J'étais vraiment très 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 content. Il y a eu un truc absolument génial. C'est que le public pour chanter le nom de Thunder Rosa, il chantait... Thunderstruck de AC/DC, il faisait Thunder. Moi j'ai trouvé ça cool. Le match en plus en lui-même était pas mal du tout. Ça s'est terminé quand Reba, qui est dans le coin de Britt Baker, a retiré la protection du coin du ring et Britt Baker a fait tomber Thunder Rosa tête la première dans le coin sans protection et Thunder Rosa a super bien vendu ça. Elle a fait comme si elle avait perdu connaissance et du coup Britt Baker lui a fait sa prise de soumission, mais en fait elle était dans les pommes, donc du coup l'arbitre a dit non mais attends, elle réagit pas là, on arrête le match et Britt Baker a gagné, mais je pense que la rivalité va continuer parce que je pense que Thunder Rosa sera pas d'accord de rester là-dessus. C'était cool, j'ai mis un B au match. Et ça fait du bien de voir la division féminine un peu prise au sérieux.
Ensuite, on a eu une promo en coulisses de Hangman Page qui dit à Matt Hardy, écoute, on est bien clair que j'ai pas envie de rejoindre ton business ou quoi que tu fasses là en ce moment. Je veux pas être en équipe avec toi. C'est hors de question. Je fais plus les équipes. Et Matt Hardy qui est très très bon dans ce rôle-là. Matt Hardy dit non mais écoute, je comprends bien, je t'ai juste proposé d'utiliser mon vestiaire pour te changer parce que j'ai vu que tu te changeais dans le couloir la semaine dernière. Ce que je te propose, c'est que, comme tu l'as vu, Chaos Project ont essayé de ruiner l'anniversaire de Negative One, le fils de Brody Lee. Et je trouve pas ça correct. C'est Matt Hardy qui essaye de se faire passer pour le gentil, mais vraiment quoi, le gentil au grand cœur. Et il joue cette corde-là parce qu'il sait qu'Hangman Page c'est vraiment un bon gars et que lui va accepter de le rejoindre là-dessus. Donc du coup, il lui propose un match en équipe contre Chaos Project et Page accepte, mais pour un match seulement. C'est pourquoi j'ai pas bien compris pourquoi dans le match en question, donc évidemment Matt Hardy et Hangman Page. Bon, c'est structuré comme vous imaginez que c'est structuré, c'est-à-dire les heels sont sur Matt Hardy qui passe le hot tag à Hangman Page. Hangman Page fait le ménage et fait son buckshot lariat. Et alors là, le truc que j'ai pas compris, c'est que Matt Hardy s'est tagué lui-même, donc c'est invité dans le match pour être l'homme légal, et a fait le tomber lui sur je sais plus lequel des deux pour la victoire. Et je me dis, c'est pas logique. J'ai mis un C au match parce que c'était texto, c'était un match. Je trouve pas ça logique parce que à la place de Matt Hardy, j'aurais laissé Hangman Page gagner. Et je lui aurais juste dit bravo, et tu vois, là on a fait du bon travail. C'était vraiment sympa de travailler en équipe avec toi. Et il se barre. Et il laisse Hangman Page avec cette réflexion-là. C'était super sympa de travailler en équipe avec toi. Et que là, Hangman Page, ce qu'il va se dire, c'est ouais, Matt Hardy, c'est vraiment un connard, il veut m'exploiter comme tous les autres voulaient m'exploiter. J'ai trouvé que c'était maladroit. Ensuite, j'ai pas pris d'image pour ça, mais on nous a annoncé les participantes au tournoi pour déterminer l'aspirante numéro 1 au titre féminin de AEW, donc le titre d'Hikaru Shida. Et il y a une branche japonaise et une branche américaine. La grosse moitié des participantes ne sont pas signées à AEW. C'est un truc que je comprends pas, Sam. Tu me diras, Thunder Rosa non plus n'est pas signé à AEW. Je comprends pas. Je comprends pas qu'ils construisent pas leur division féminine avec ce qu'ils ont. Mais bon. Et s'ils veulent avoir des catcheuses japonaises, et pourquoi pas, qui signent des catcheuses japonaises. Je veux dire, la seule catcheuse japonaise qu'ils ont signée vraiment, c'est Rio. Et Rio est dans la branche américaine du tournoi. Je comprends pas. Je sais pas. Je comprends pas. Ensuite... qu'est-ce que c'était bien. Donc on voit MJF qui arrive avec du champagne pour célébrer leur victoire, sauf que les gens que vous voyez là, donc dans l'ordre, donc Sammy Guevara qui est debout, et parmi ceux qui sont assis du fond jusqu'au premier plan, Jake Hager, Ortiz et Santana. Santana et Ortiz étaient aussi une équipe dans la Battle Royale qui a ouvert le show, et Sammy Guevara et Jake Hager étaient également une équipe dans la Battle Royale. Sauf que tout ce groupe-là, c'est l'Inner Circle. Donc évidemment, Jericho et MJF qui arrivent pour fêter leur victoire, ça passe pas très bien. Ça passe pas très bien, surtout auprès de Sammy Guevara, qui est le plus jeune et qui est le plus sensible de tous, et qui dit que il a l'impression que c'est souvent eux les dégâts collatéraux, que c'est jamais Chris Jericho, et qu'il a pas tant que ça l'impression de faire partie d'une équipe. Et il se barre du vestiaire. Les autres disent à Chris Jericho, tu ferais bien d'aller voir s'il va bien. Donc Chris Jericho quitte le vestiaire aussi. Et MJF se dirige vers les autres. Et il leur dit, bon, je pense qu'il est temps qu'on ait une conversation, les gars. Mais avant ça, il demande à Wardlow de chasser le caméraman du vestiaire. MJF est totalement en train de retourner l'Inner Circle contre Chris Jericho. Mais c'est cool parce que ça veut dire que je pense que Chris Jericho va se retrouver en équipe avec Sammy Guevara une fois que la poussière sera retombée. Parce que ça sera le seul à pas avoir fait confiance à MJF. J'ai hâte de voir où ça va. J'aime beaucoup cette histoire. Ensuite, petite déception.
le mariage de Kip Sabian et Penelope Ford. Alors, les mariages au catch, c'est une tradition, voilà, c'est une tradition séculaire. Mais le truc, c'est que à chaque fois que AEW ont inauguré un truc, ont fait leur version d'un truc, c'était mieux que tout ce que j'avais jamais vu. C'est-à-dire que leur version du match en cage, je l'ai encore en tête. Le Cody Rhodes contre Wardlow, c'était mieux que n'importe quel match de catch que j'ai vu, que n'importe quel match en cage que j'ai vu à la WWE. Leur version d'un tribute show, d'un show en hommage à quelqu'un, c'était le show contre Brody Lee et c'était plus que parfait. C'était un nouveau standard de qualité pour les shows en hommage à quelqu'un. Et donc je me suis dit, le premier mariage, ça va être du même acabit, ça va être absolument génial. Bah non, c'était niveau WWE bas. Voilà, niveau, ça aurait été à la WWE, j'aurais été un peu déçu aussi. Bah, et du coup, j'avais plus d'attentes. Bref, donc ils commencent leur mariage. C'est un peu beauf, genre mais c'est fait exprès parce que c'est des heels. Lui il dit la première fois que je t'ai vu, j'ai d'abord remarqué ta poitrine. Super. Elle répond je t'aime, je veux passer ma vie avec toi, et puis tu as un si gros, et là il l'interrompt en disant non mais t'as pas besoin de dire à quel point tu m'aimes. Bref, c'est un peu beauf. Et là-dessus, le gars qui officie la cérémonie, qui doit être un gars connu dans le milieu du catch, parce qu'il a une tête de gars qui est connu dans le milieu du catch, mais je ne sais pas qui c'est, s'apprête à dire, s'il y a quelqu'un ici qui s'oppose à cette... et là-dessus, Miro l'interrompt en disant, non, 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 bah, alors ça tu vas pas le dire, parce que j'ai été dans un ou deux mariages, et ça c'est une connerie ça. En référence au fait qu'effectivement il a été impliqué dans un mariage, dans deux mariages à la WWE. Il me semble qu'il s'est marié avec Lana sur le ring à la WWE. Il me semble, je sais plus si Lana s'était mariée avec Dolph Ziggler à l'époque. Lana s'est également mariée avec Bobby Lashley. Bref, il en a vu des mariages à la WWE. Et j'ai trouvé ça rigolo. J'ai trouvé le clin d'œil rigolo. Pour une fois qu'ils font référence à la WWE sans se foutre de leur gueule, j'ai trouvé ça mignon. C'est comme la semaine dernière quand j'ai pas fait gaffe, je sais pas comment ça a pu m'échapper, mais la semaine dernière quand Jon Moxley a dit qu'il avait hâte d'être au match de ce soir parce qu'il adore les six-man tag, ça faisait référence au Shield. Je suis complètement passé à côté alors que Jon Moxley est devenu célèbre au sein du Shield, la célèbre faction de la WWE. Donc Miro Miro fait un toast. Alors d'abord il se marie, donc tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Miro fait un toast en disant je suis désolé équipe de ne pas t'avoir organisé d'enterrement de vie de garçon. Je suis aussi désolé de ne pas t'avoir trouvé de cadeau. C'est pourquoi je suis très surpris de voir ça. Il y a un cadeau qui a la taille d'un être humain sur le ring. Chuck Taylor qui est en rivalité avec Miro, mais qui a perdu un match contre lui, qui fait qu'il était obligé d'être le majordome, enfin d'être un genre de majordome, un genre de serviteur, on va dire ça comme ça, pendant le mariage, lui dit non mais ça le cadeau c'est pour moi. Miro dit ah c'est pour toi, d'accord. Bah écoute, comme je le dis, j'ai été à un ou deux mariages, et il commence à ruiner le cadeau. Surprise, il n'y a rien dedans. Il le jette à l'extérieur du ring, et il dit à Chuck débarrasse-moi ça, c'est le bordel. Donc Chuck descend. Un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que Miro reprend son speech en disant bon alors qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est quoi l'amour? Du coup, what is love? Le public embraye directement. Baby don't hurt me. et Miro roule avec eux. Et il écoute le public et se dit ouais j'aime bien cette chanson, et il continue de chanter What is Love à chaque fois que ça revient à ce passage là de la chanson. Bref, j'ai beaucoup aimé ça c'était vraiment cool. En voulant aller vers le gâteau, Miro se rend compte que Chuck l'a menotté au coin du ring avec des menottes suffisamment longues du coup. Chuck, alors que je dise pas de bêtises, Chuck met un coup à Kip Sabian qui percute Penelope Ford, qui tombe la tête de la première dans le gâteau. Kip Sabian rend le coup à Chuck Taylor en lui disant « T'as tout gâché mon mariage !» Et là-dessus, évidemment, Orange Cassidy sort du gâteau. Personne ne l'avait vu venir, à part tous ceux qui ont suivi un mariage dans l'univers du catch, en particulier à la WWE. Le dernier acte de mariage qu'on a eu,
C'est Miro lui-même, quand il était encore Rousseff à la WWE, qui sortait d'un gâteau. Sauf qu'il y avait un peu plus de rebondissement dans le dernier. C'était plus. J'ai préféré le mariage de Bobby Lashley et Lana à celui-ci. Bref. Kip met un coup de glacière à champagne dans la gueule de Kip Sabian. Et Orange Cassidy lui fait un beach break. Je voulais mettre un B- dans le sens où ça m'a fait sourire, c'était sympa, mais c'était un peu décevant. Je suis monté à B parce que Miro a joué avec le public et que c'est très rafraîchissant de voir des gens interagir avec le public. D'une part parce qu'il n'y a pas beaucoup de public en ce moment, et d'autre part parce qu'à la WWE, ça n'arrive pratiquement jamais qu'on laisse les catcheurs interagir avec le public. Donc c'était chouette. Ensuite, le match le match qui a occupé la place que habituellement c'est le match féminin qui occupe cette place. Un Lumberjack match entre Lance Archer et Eddie Kingston, c'était le bordel. En fait, le match n'a pratiquement pas concerné ni Lance Archer ni Eddie Kingston. Ils ont eu très peu d'interactions entre eux. Les spots que j'ai notés, c'est The Bunny, qui est la demoiselle que vous voyez derrière Eddie Kingston, a sauté sur le dos de Lance Archer pour essayer de l'étrangler, mais Lance Archer l'a pris en position de blackout, sa prise de finition. Mais Kingston l'a sauvé, ce qui me fait dire qu'il y a peut-être un face turn de prévu pour Eddie Kingston, un de ces quatre. Je ne sais pas. Jake Roberts, le manager de Lance Archer que vous voyez là, a fait un coup de la corde à linge sur Angelico, qui était donc aux abords du ring, puisque comme vous le savez sans doute, le principe d'un Lumberjack match, c'est qu'il y a des catcheurs autour du ring. Et alors, dans le dos de l'arbitre, ça n'a aucun sens. Dans le dos de l'arbitre, The Blade, que vous voyez là, a mis une table dans le coin, l'arbitre n'a rien vu. Bear Bronson, qui est apparemment un catcheur qui vient d'être signé au sein d'une équipe qui s'appelle Bear Country à AEW, ou peut-être qu'ils n'ont pas signé, je sais pas. Bear Bronson intervient pour faire un spear sur The Blade à travers la table, toujours dans le dos de l'arbitre, qui ne remarque rien. The Butcher, le partenaire par équipe de The Blade, arrive et fait un crossbody sur Bear Bronson, mais le partenaire par équipe de Bronson, Bear Boulder, arrive et fait un coup de la corde à linge, pardon, à The Butcher. Et quand l'arbitre se retourne, il voit juste un morceau de table dans le ring. Cet arbitre est handicapé. Non seulement il est aveugle, parce qu'il n'a pas de vision périphérique du tout, il est sourd comme un pot, parce qu'il est en train d'engueuler, là vous voyez Billy Gunn qui essaie d'intervenir, et Eddie Kingston renforce le truc. C'est bien qu'il n'y ait pas juste l'arbitre qui fait oh là là, mais dis donc Billy Gunn, tu vas arrêter d'essayer d'intervenir, je sais que c'est un Lumberjack match, mais enfin quand même, ta place est aux abords du ring, t'es pas censé monter sur le ring. Eddie Kingston lui dit non, attends, tu t'occupes de ça, parce que Eddie Kingston pensait que The Butcher et The Blade étaient en train d'affaiblir Lance Archer. Ce qui est con parce que Lance Archer est juste à côté de lui, il aurait pas pu. C'était pas très logique. Et à la fin, Lance Archer a fait un blackout sur Eddie Kingston pour gagner. C'est plus. C'était sympa. Il y a littéralement pas beaucoup plus à dire à ce sujet. Il n'a pas senti le ring trembler, l'arbitre. Enfin, l'arbitre, il a un énorme problème. Je pense qu'il est. Ou alors, il est extrêmement concentré sur le truc qu'il est en train de faire. C'est possible aussi. Ensuite, on a une promo de FTR, donc Dax Harwood et Cash Wheeler. Tony Blanchard, c'est leur manager, il fait pas partie de l'équipe. Enfin, si, du coup, il fait partie de l'équipe, c'est leur manager. Tony Blanchard se plaint que AEW arrête pas de leur mettre des bâtons dans les roues. Qu'est-ce qu'il cite comme exemple? Le fait que qu'ils aient banni Tony Blanchard dans le match à je sais plus quel PPV contre les Young Bucks pour les titres par équipe de AEW, et que c'est là qu'ils ont perdu leur titre parce que Tony Blanchard n'était pas là et qu'il fonctionne à 3. Le fait qu'ils aient été menottés à Luchasaurus la semaine dernière, et là il y a une Battle Royale pour définir des aspirants numéro 1 au titre par équipe, et on leur interdit d'être là. Ce qu'ils disent pas, c'est qu'on leur a interdit d'être là parce qu'ils ont agressé Jurassic Express la semaine dernière. Et Dax Harwood dit écoute Jack, le vrai nom de Jungle Boy, on n'est pas des mauvaises personnes, mais parfois on a besoin de se demander ce que feraient de mauvaises personnes. Et là, ils révèlent qu'ils ont kidnappé Marco Stunt, le 3e membre de Jurassic Express, avec Jungle Boy et Luchasaurus
la suite au prochain épisode. J'ai beaucoup aimé ce passage-là. Combien je lui ai mis? C'est plus, ouais, c'est ça, ça mérite. Ensuite, on a une promo de Johnny Janela qui dit que donc, la personne qui va affronter Darby Allin la semaine prochaine, il dit qu'ils se sont déjà affrontés, mais que cette fois, les enjeux sont plus importants et il va gagner. Non, il va pas gagner. Et ensuite, j'ai pas pensé à mettre l'image, excusez-moi, hop, je vais faire ça maintenant. Je fais ça maintenant parce que ça prend pas beaucoup de temps. Hop, hop. Quand je dis ça prend pas beaucoup de temps, hop. Et hop. Voilà, le problème c'est qu'il va falloir... Voilà. Si je fais... Non, c'est une mauvaise idée. Donc ensuite on a eu le main event de Jon Moxley et Rey Fenix et Pac contre Kenny Omega et les Good Brothers. Merci beaucoup pour les cheers framboisiers productifs. Non, pour les beats, pardon. On appelle pas ça des cheers, on appelle ça des beats. J'adore les beats. Voilà. Quel match! Match de la soirée haut la main. Je lui ai mis un A. Est-ce que je suis monté à A+? Non, je crois que je suis resté à A, parce qu'il s'est passé un truc à la fin. Je crois que je suis resté à A. Mais globalement, le match, c'était... j'ai pris aucune image parce qu'il y avait trop de spots. Ça bougeait trop vite. Je suis même pas sûr d'avoir pris tant que ça de notes. Alors j'ai écrit les interactions entre Pac et Kenny Omega donnent vraiment envie de voir ce match pour le titre de AEW. J'ai vraiment envie de voir Pac challenger pour le titre. L'équipe de Rey Fenix, Pac et Moxley est incroyable. C'est trois des meilleurs catcheurs de AEW et trois très sérieux aspirants au titre de Kenny Omega. J'ai noté un spot parce que mais ça allait trop vite. Rey Fenix va à une vitesse affolante. Pac aussi. Jon Moxley, c'est pas tant la vitesse que le charisme, c'est la façon dont il se comporte sur le ring qui absorbe absolument toute l'attention. J'ai écrit un spot. Moxley tente un paradigm shift, sa prise de finition qui est un DDT mais où il retient les bras, je crois. Contré par Kenny Omega qui fait lui-même un paradigm shift, donc il lui vole sa prise, ce qui est pas bien, ce qui est méchant. Il tente le tomber, mais ce tomber est interrompu par un 450 de Pac. 450, c'est un saut périlleux, puis un autre saut périlleux, enfin c'est un double saut périlleux finalement. 450, c'est le nombre de degrés que tu fais. Qui interrompt un tombé avec un 450 quoi. Bref, le match était vraiment incroyable. Il s'est terminé sur une victoire des Good Brothers avec un Magic Killer sur Rey Fenix. Rey Fenix qui pour moi est celui qui a le plus brillé dans le match. Je peux pas vous le décrire, je peux juste vous dire qu'il était excellent. Si vous avez un match à voir de hier soir, voyez celui-là. Il est pas très long, il dure il dure même pas un quart d'heure je crois. Mais après le match, Lance Archer, qui vient donc d'affronter Eddie Kingston, intervient et démonte Kenny Omega et les Good Brothers, parce qu'il peut, il a envie. Je crois qu'il démonte que les Good Brothers et qu'il laisse Kenny Omega à Jon Moxley. Donc John va pour s'en prendre à Kenny Omega quand il se prend un coup de coude de la part d'un agresseur masqué et cet agresseur se révèle comme étant Kenta. Pour ceux qui suivent pas du tout le monde du catch, c'est très anticlimactique comme, comme révélation. Kenta est l'aspirant numéro 1 au titre des États-Unis de la New Japan Pro Wrestling. Si je dis pas de bêtises, parce que c'est un univers que je connais pas du tout. Enfin, je connais pas bien New Japan. Je sais que Jon Moxley est l'actuel champion des États-Unis de cette fédération-là, et que Kenta est son aspirant numéro 1. Et donc, je vois des gens qui... J'ai un vieux running gag où je crie Kenta parce que quand il était à la WWE, ce catcheur s'appelait Hideo Itami, et quand il a changé de rôle, il est devenu Kenta. Kenta écrit en majuscule parce que les Japonais ont tendance à écrire leur nom de catcheur en majuscule parce que ils n'ont pas le même alphabet, du coup c'est plus simple d'écrire avec des majuscules, j'imagine, quelque chose comme ça. Bref. Et du coup j'avais tendance à crier Kenta. Je vais pas le faire parce que là je vais souvent dire son nom, je pense. Donc j'ai pas envie de me défoncer la gorge. D'autant que j'ai quand même beaucoup parlé là ce midi.
Donc voilà, il va y avoir, voilà, on savait qu'il allait y avoir un match Kenta contre Jon Moxley, mais c'est la première fois qu'on voit, un catcheur de la New Japan à AEW. Ça commence à, la porte interdite commence à s'ouvrir parce que au départ, ça se passait mal entre New Japan et AEW parce que tous les plus gros noms de la New Japan, Kenny Omega, les Young Bucks, sont partis pour fonder AEW. Mais l'ancien président de New Japan est parti à la retraite, enfin, a laissé la compagnie en fin d'année dernière, fin 2020. Et depuis, il y a des rumeurs comme quoi New Japan, il va y avoir une relation professionnelle, va y avoir des matchs interpromotionnels entre New Japan et AEW, de la même façon qu'il y a des matchs interpromotionnels entre Impact et AEW en ce moment. Ce qui est très excitant parce que vu que j'ai pas beaucoup de temps j'ai pas beaucoup de temps. Je refuse de me donner plus de temps pour regarder du catch dans ma semaine. J'ai pas l'occasion de voir des catcheurs de la New Japan. Donc j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir où ça va. On va passer au tableau, si vous voulez bien, pour conclure ce statch. Si vous voulez mettre vos messages en avant, vous pouvez, le temps que je finisse de remplir le tableau. Et je vais peut-être mettre les catcheurs de AEW par ordre alphabétique parce que... Ah non, remarque, non, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Alors, dans l'ordre d'élimination de la Battle Royale, Dante Martin a eu C-. Je vais essayer de faire vite parce que je sais que c'est un petit peu laborieux. Dante Martin a eu C-. Alex Reynolds a eu C- également parce qu'il a été éliminé très vite. Jake Hager a eu C parce qu'il a eu des petits spots un petit peu sympas au milieu du... Enfin, non, pas au milieu du truc parce qu'il s'est fait éliminer très vite, mais il a eu des spots un peu sympas avant de se faire éliminer. Matt Jackson, je lui ai mis D parce qu'il s'est fait éliminer, mais alors sans ménagement, sans tambour ni trompette, comme on dit quand on utilise des expressions désuètes. Anthony Bowens, je lui ai mis C-. J'aime pas du tout The Acclaimed. Je les trouve un peu à chier. Stu Grayson, je lui ai mis C+, il y a notamment eu un spot où il a failli tomber à l'extérieur du ring et qui s'est raccroché aux hanches de, de Jake Hager. C'était un peu impressionnant. Luchasaurus, je lui ai mis B-, parce qu'il a eu son petit spot où il a fait le ménage qui était un petit peu cool. Le truc, c'est qu'il n'a pas duré longtemps. Eviluno, je lui ai mis C+. Où est-il, Eviluno? Il va être avec le Dark Order ici, voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'arrive pas à me relire. Mark Quinn. Mark Quinn de Port, il est où? Il est ici. Je lui ai mis C. John Silver, je lui ai mis C aussi. Pour un catcheur qui est extrêmement populaire et qu'ils ont l'air de vouloir mettre en avant, ils le mettent pas beaucoup en avant, je trouve. Ils le mettent en avant, voilà, doucement. Santana et Ortiz, je leur ai mis 11 à tous les deux. Ils se sont fait éliminer à peu près en même temps. L'autre Jackson, je lui ai mis C+, donc Nick Jackson, je lui ai mis C+. Orange Cassidy, non pas Orange Cassidy, Isaiah Cassidy, je lui ai mis 11. Il fait partie de Private Party. Ma vie, c'est de la merde. Jungle Boy, je lui ai mis C+. Je trouve qu'aussi, il s'est fait éliminer de façon... sans cérémonie. J'adore Jungle Boy. C'est peut-être un de mes catcheurs préférés à AEW. MJF, je lui ai mis B parce qu'il est génial. Quand il s'est foutu de la gueule de Nick Jackson après l'avoir éliminé, c'était vraiment cool. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Ça doit être l'autre claim. C'est ça, Caster, c'est ça. Caster Junior. Sammy Guevara, je lui ai mis B. En fait, j'ai mis B à ceux dont c'était l'histoire, quoi. Et c'était l'histoire de l'Inner Circle. Darius Martin, je lui ai mis C+, et Chris Jericho, je lui ai mis C+, également. Ensuite, on a eu la promo avec Sting, Taz et compagnie. Ils sont vraiment très nombreux à AEW maintenant. Donc, Sting, je lui ai mis 10. Enfin, j'ai mis 10 à tout le monde, quoi. Darby Allin, je lui ai mis 10 aussi. 10. Alors Brian Cage il était là mais il a rien dit donc on va le mettre ici.
10. Hook, pareil. Ricky Starks, il a parlé, donc je vais lui mettre les points dans la colonne principale. Faisons ça. Hop, ici, Ricky Starks et Taz. Ouf. Ensuite... Ah, j'ai oublié de... Non, j'ai pas oublié. Ensuite... Ah, il y a eu le match Britt Baker contre Thunder Rosa. Ça, c'est là. Avec Reba dans le rôle de manager. Hop, là, ici. Ensuite, on a eu... Page et Matt Hardy contre Chaos Project, auquel j'ai mis C. Ah non, non, j'ai appuyé sur 0. Hop là, c'est bon. Page, Hangman Page. Ah oui, non, Hangman Page, il était plus haut et puis il est descendu. Voilà, il est là. Avec Matt Hardy. Ici. Contre Chaos Project, qui vont être plus bas, qui vont être où? Qui vont être... Ah bah ils sont là, j'ai oublié de mettre leur nom. Hop, là je vais le faire maintenant très vite. Hop. Voilà. Ensuite il y a le mariage, mais là pareil, il y a énormément de monde. Kip Sabian. Kip Sabian, alors il y a Vicky Guerrero qui était là. Pourquoi pas? Non, c'est pas un 14, c'est un 13. J'ai mis B-, non? Ah non, c'est vrai qu'il a chanté le public. Vicky Guerrero. Ah, où est-elle? Nous avons perdu Vicky Guerrero. Mon Dieu. Vicky, où es-tu? Elle est là. Comment il l'appelle Ah, je sais plus comment Ajus s'appelle. Madoudou, c'est ça. Ajus, il l'appelle Madoudou, Vicky Guerrero. Miro, évidemment. Miro voilà, qui est parti de la WWE et qui revient dans un segment de mariage. Ce serait la WWE, je pense que tout le monde chierait dessus. Et AEW dispose d'un capital sympathique que la WWE a largement épuisé. Bref. J'essaie de rester neutre vis-à-vis de ça. Chuck Taylor, évidemment. Orange Cassidy, évidemment. Penelope Ford, évidemment. Et c'est tout. Ensuite, on a eu le match Lance Archer contre Eddie Kingston. Je mettrai les Lumberjacks hors caméra, hors live. Et le main event auquel j'ai mis A de la Super Elite. Ah oui, faut que je mette qu'ils en font partie du coup. Hop. Voilà. Pour moi, tant que les Young Bucks n'ont pas dit qu'ils faisaient pas partie de cette union, ils en font partie. De Super Elite contre Jon Moxley, Rey Fenix et Pac. Pac qui doit vraiment pas être loin. Je suis en train de passer devant. La merde. Ah bah non, il est très très loin. Pourquoi il est très très loin? Ah, parce qu'il faisait partie d'une autre rivalité avant. Hop. Voilà. Avec évidemment Don Callis au commentaire. J'aime bien l'appeler Don Callis, c'est rigolo. J'ai l'impression de jurer en québécois. Don Callis, Lance Archer. Lance Archer. Ici. Putain de... Excusez-moi, il y a eu un bug. Et Kenta. Et on va attribuer les points bonus. Et ensuite, j'arrête de prendre vos messages. Donc, si vous avez envie de mettre votre message en avant, c'est maintenant. Rey Fenix. RST, mais apprends ton alphabet. Le nombre de fois qu'on te l'a dit. Ta vie sera plus simple quand tu connaîtras ton alphabet. Rey Fenix. Hop. Ça, normalement, je le fais en dehors du live, mais là, j'ai oublié de le faire. Rey Fenix, 2 points pour Pac et 1 point pour Jon Moxley. J'ai mis tous les points au babyface du main event parce que je l'ai trouvé assez génial. Et Jon Moxley. Voilà. On a fini. Bon, vous avez vu, c'était pas si long que ça.
Moi, j'ai toujours l'impression que c'est une éternité parce que j'essaie de faire vite et j'y arrive pas. Manifestement, je n'arrive pas à faire vite. Ok, on va passer à vos questions pour conclure ce live. Enfin, vos questions, vos remarques, tout ce que vous comptez quoi dire. Et c'est parti. Concernant AEW, Gregory Slice 51 me dit salut Lynx, bonsoir, bonjour. J'ai l'impression que le problème de la division féminine de la AEW vient du fait qu'il met les factions beaucoup en avant, et si je ne me trompe pas, il n'y a que le Dark Order et la Nightmare Family qui ont des membres féminins, ce qui laisse peu de place aux femmes pendant que les grosses rivalités des factions se jouent. Non? Je suis pas d'accord. Je vois pas du tout le rapport. Il pourrait y avoir des factions féminines. Il y a des catcheurs solo qui font partie d'aucune faction, comme Moxley, comme Lance Archer, qui s'en sortent très bien. Non, je pense que ça n'a rien à voir. Là, pour le coup, je suis absolument pas d'accord. Swifty me dit re-salut Lynx. J'ai cru que tu avais juste en dessous de la ligne, tu as écrit Fédé pour Fédération. J'ai lu autre chose en lisant vite. Re-salut Lynx. Tout d'abord, merci pour ces reviews de AEW. Je n'ai pas le temps de regarder cette Fédé et tu me permets de suivre. C'est cool. Que penses-tu de l'alliance AEW, New Japan Pro Wrestling et Impact? Personnellement, je pense que ça peut instaurer une concurrence saine avec la WWE et ça me plaît bien. Je pense que AEW seul est déjà une concurrence saine à la WWE. Je pense qu'au contraire, ils sont en train de dire on peut faire du catch autrement. On n'est pas obligé d'être totalement isolé de ce qui se fait ailleurs pour exister. Je pense, pour moi, c'est surtout ça que je retire de cette façon de faire. Et les questions concernant le catch en général. Salut Lynx, me dit Ravline, bonjour. Un petit coucou de Suisse, toujours. Tu n'as pas déménagé. Parce que c'est toi qui me dis toujours coucou de Suisse, il me semble. Je prends toujours beaucoup de plaisir à regarder tes lives. Ah, mais je prends beaucoup de plaisir à les faire. Petite question d'une débutante dans le visionnage de catch. En quoi consistent les tournois Dusty Rhodes? Merci beaucoup pour ton travail. J'espère que tu vas bien. Tout va très bien, merci beaucoup. Ce sont simplement des tournois par équipe et ils ont rajouté la stipulation, si j'ose dire, que les gagnants ont le droit à un match de championnat contre les champions en titre de NXT. C'est un tournoi qui a lieu depuis avant que je reprenne le catch, donc j'ai envie de dire 2015. Et c'est voilà, en fait c'est juste un tournoi par équipe, tout simplement. Pablo DBST me dit, est-ce que l'emote D sera avec le titre 24/7 en fond, vu que c'est le titre WWE pour le A, ça marcherait bien au vu du prestige du titre. Bah, si je mets le titre 24/7 pour l'emote D, qu'est-ce que je mets pour l'emote E et F? Voilà. Le titre 24/7, je pense que ça sera pour l'emote F quand j'aurai atteint nettement plus d'abonnés, parce que le fonctionnement de Twitch, c'est tu as le droit à des emplacements d'emote en fonction de ton nombre d'abonnés. Donc, faut que vous soyez plus nombreux pour débloquer plus d'emotes. L'emote D, je vous dis pas sur quel titre ce sera, vous le découvrirez, mais non, c'est pas sur le titre 24/7, parce que je compte garder le titre 24/7 pour une note inférieure. Peut-être E, et à ce moment-là, j'utiliserai peut-être la ceinture des divas, vous vous rappelez? La ceinture Claire's pour le titre F. Je verrai, on s'arrangera. Alatfal me dit, ou alors je mettrai le titre féminin de AEW, oh là là, ça troll. Alatfal me dit, bonjour Lynx, je poserai sans doute régulièrement des questions hors sujet, je t'en prie, fais. Alors d'avance, pardon. Il t'arrive de parler de sexisme en général et dans le catch. Suis-je le seul que ça fait bondir les prises style coup de postérieur? Je pense évidemment à Asuka et Naomi, qu'on ne verrait sans doute jamais un homme utiliser. C'est une question, tu vois, je me suis jamais posé la question. D'emblée, j'ai envie de te dire non, mais en même temps, j'ai pas beaucoup de contre-arguments. En soi, c'est pas... Parce que il y a le côté, c'est un coup de hanche, c'est pas un... C'est pas, je sais plus, je sais plus quel match j'ai vu où il y a une catcheuse qui fait le tomber en s'asseyant très ostensiblement sur le visage de son adversaire. Euh, c'est une question intéressante que tu poses. Pour moi, il n'y a pas de... Là, pour moi, c'est pas suffisamment sexualisé pour que je trouve ça choquant ou offensant pour que ça me pose problème ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que tu verrais pas un mec faire ça.
Je sais pas. C'est une question intéressante. C'est une question intéressante. Contre-argument, Jey Uso le fait. Il le fait dans le coin, mais il le fait. Il se jette dans le coin avec son cucu. Et pour le mettre dans la tête de l'adversaire. On peut aussi citer Rikishi, mais c'est pas exactement dans la même ambiance. Jey Uso fait vraiment ça, fait vraiment court et se jette le cul le premier sur son adversaire. Donc en fait si, il y a des mecs qui font ça. Donc du coup ça, voilà, ça rend caduque tout le truc. Donc non, tu vois, je pense vraiment qu'il faut pas. Il y a tellement d'opportunités de voir du sexisme dans le catch. Faut pas la chercher là où elle est pas forcément. Et là en l'occurrence, je pense vraiment pas qu'elle y soit. Pablo DBST me dit, maintenant que les tournois de Rhodes ont bien avancé, qui vois-tu remporter les tournois masculins et féminins? Alors moi j'ai dit depuis la semaine dernière ou depuis 2 semaines, pour moi c'est Ciampa et Thatcher qui gagnent, parce qu'à chaque fois ils font gagner les 2 gars qui sont pas en équipe, les 2 gars qui sont 2 individus et qui sont pas une équipe formée. Et concernant la division féminine, je pense que ça va être Dakota Kai et Raquel Gonzalez, parce que je pense qu'ils ont vraiment envie de pusher Raquel Gonzalez. Mais c'est l'avis que j'avais déjà la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus. Cleverfilth me demande, est-ce que tu penses que Yel ou elle vont laisser la ceinture Cruiserweight sur Escobar jusqu'au retour de Devlin, ou qu'à un moment, faut que tu mettes il, parce que là, en l'occurrence, c'est des gars qui décident, donc ils vont changer. Bonne question. Non, je pense qu'ils construisent vraiment cette rivalité Escobar contre Jordan Devlin. Donc je pense que non, je pense qu'ils vont laisser la ceinture sur Escobar jusqu'à ce que Devlin puisse avoir son match. Et je pense que Devlin va le gagner. Swifty me demande, salut Lynx, Edge n'étant pas un part-timer à la Brock Lesnar, je commence à être hypé pour une rivalité avec Finn Balor. Que penses-tu d'un main event de WrestleMania 37? Edge contre Balor, faut-il... Aucune chance que ce soit le main event. Faudrait-il inclure Cross dans cette potentielle rivalité selon toi? Je dis aucune chance que ce soit le main event parce que le main event sera le match qu'aura Roman Reigns. Tu me diras, il y a 2 nuits, bah, ça sera le match de Roman Reigns et le match de Drew McIntyre. Ils feront jamais du titre de NXT le main event de WrestleMania. Enfin, jamais, faut pas dire jamais, mais ça m'étonnerait énormément. Je pense que Edge ne va pas du tout affronter Balor, je pense que Edge va affronter Roman Reigns. Et non, Wistou, il avait supprimé la question. Bah, je suis désolé, j'ai oublié la fin de ta question. Et Wistou, il vient de supprimer la question alors que je m'apprêtais à la lire. Donc, je vais essayer de m'en rappeler. Karrion Cross. Bah, du coup, vu qu'il ne va pas y avoir de rivalité entre Edge et Finn Balor, d'après moi, Karrion Cross... De toute façon, Karrion Cross, il est destiné à récupérer la ceinture NXT. J'aime bien le fait qu'il ne soit pas parti d'emblée là-dessus. Il va mettre à mort d'autres gens avant d'aller jusqu'à Finn Balor. On passe à la question suivante de Xopowow qui me dit, depuis que tu as repris le catch, quelle a été ta storyline préférée? Gargano contre Ciampa, de très loin. De très très loin. Après, je dirais Daniel Bryan, champion de la planète. Ça, c'était vraiment très très chouette. Voilà. Là, je vous montre, vous voyez pas, mais hop. Elle est belle, hein, j'adore cette ceinture. Est-ce que je peux faire réapparaître le... Ah, ça, c'est les images que j'ai préenregistrées pour la suite. Voilà. Ok. Mais bon, ma grosse favori, c'est Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa. Ravline me dit, resalut Lynx, question de débutante encore, que veut dire MVP? Ça veut dire Most Valuable Player, donc joueur le plus valuable, qui a la plus grosse valeur, et ça signifie ça signifie ça, quoi, joueur qui a la plus grosse valeur. C'est un terme, à la base c'est un terme pour les sports par équipe, je crois que c'est un terme qui est surtout spécifique au basket, mais je dis peut-être une connerie. Qui veut dire le joueur de l'équipe que si une équipe le joueur dont si une équipe veut l'acheter, c'est lui qui va coûter le plus cher. Je crois que ça vient de là, et du coup par extension je m'en sers pour dire celui qui s'est le plus démarqué, qui a été le plus celui qui aurait la plus grosse valeur s'il y avait d'autres équipes qui pouvaient. Voilà, c'est ça que ça veut dire.
Antou me dit salut Lynx, si jamais... Donc je passe aux questions concernant un autre sujet que le catch. Si jamais tu cherches des noms en rapport avec le catch pour remplacer les noms des fonctionnalités Twitch, je te propose la promo pour les messages mis en avant. Je trouve que ça colle plutôt bien. J'hésite parce que j'avais une autre idée pour promo. Je préfère intervention extérieure pour les messages mis en avant à la fin. Si je dis aux gens vous pouvez faire une promo, ça, je sais pas. Je continue d'y réfléchir, mais c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée, je continue d'y réfléchir. Atoll973 m'envoie un très très long message. Salut Lynx, bonjour, juste un mot pour te remercier. Ah, ça va être un message agréable, chouette. J'ai stoppé le catch après la retraite d'Edge, fatigué de voir des storylines tourner en rond. J'ai repris lors de SummerSlam 2018 grâce à toi et ce fut un réel bonheur de voir la division féminine devenir quelque chose de sérieux à la WWE. Si t'as arrêté à la retraite de Edge, ouais, t'as pas arrêté au, au moment où c'était, oui. Malheureusement, niveau storyline, me dit-il, c'est toujours très variable et tes vidéos me permettent de suivre et savoir quand ça mérite d'être vu. Donc merci pour ton travail et la passion avec laquelle tu fais tes vidéos. Merci à toi pour ton message, c'est très gentil et moi ça me fait plaisir. J'aime bien regarder tous les shows, même Raw, j'aime bien. Atoll973 dit salut Lynx, juste un mot pour te remercier. J'ai stoppé le catch après la retraite de Edge, fatigué de voir des storylines tourner en rond. Je vais peut-être aller au message suivant. Vardrak me dit salut Lynx, je n'ai pas de questions, je voulais juste te remercier encore une fois pour tes lives, n'ayant moi-même pas toujours assez de temps pour regarder tous les programmes ne suivant pas AEW. C'est beaucoup trop bien d'avoir ces récaps pour rester à jour et tout ça dans le fun et la bonne humeur en plus. Donc voilà, merci beaucoup et bonne continuation. Merci à toi Vardrak pour ton message, ça fait très plaisir. Et Yomeka me fait remarquer que je me suis planté en mettant ma note à MGF, que je lui ai mis 1 au lieu de 14. Oui mais c'est MGF, c'est un connard, j'assume. MGF ne mérite pas plus que 1. 14. Merci beaucoup Yomeka pour ta vigilance et merci à vous d'avoir suivi ce live. On se donne rendez-vous après-demain pour SmackDown, pour NXT UK et pour 205 Live. Putain, j'ai oublié 205 Live. Pauvre show. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne fin de journée, bon appétit si vous allez manger, je meurs de faim, et voilà, à après-demain pour SmackDown 205 Live et NXT UK. Bonne fin de journée tout le monde, ciao!